Bonjour à tous et bienvenue dans Kamel sans filtre. Notre invité d'aujourd'hui est Marco Wooven. Marco Wooven, vous l'avez connu en tant que fondateur de Data Center, mais également LuxX, InfraChain et d'autres initiatives dans la tech. Aujourd'hui, il est CEO de Zentrapreneur. Vous allez comprendre toute son histoire, ce qu'il a fait, les réussites, les échecs également, et aujourd'hui, pourquoi fait-il ce qu'il fait. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Marco, Bonjour Kamel, comment vas-tu ? très bien aujourd'hui, très content d'être ici. Merci d'être venu et merci d'avoir accepté de venir sur ce podcast. Je sais que tu en fais déjà pour toi, pour ton métier, donc on va en parler après plus profondément. Tu connais un peu la règle ici ou pas ? La règle c'est sans filtre, c'est La ça? règle, c'est sans filtre. Donc tu auras des questions plus ou moins provocantes, mais tu auras droit à une seule carte joker que je te transmets ici. Alors, si tu ne veux pas répondre à une de ces questions, il suffira de la brandir. Les invités que j'ai eu précédemment, je pense que personne ne l'a encore fait. Ah ok, Alors, alors ça tu me mets la pression. Alors, je te mets la pression, mais d'un autre côté, je me dis peut-être que j'ai pas été assez provoquant dans mes questions. Ah ok, on verra. On verra. Bon, on va commencer d'abord en douceur. Absolument. D'abord, comment tu pourrais décrire ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien ? J'aide à tout le monde qui est prêt à évoluer professionnellement et personnellement, à pouvoir faire ça dans une logique dans laquelle il peut se sentir bien et être très efficace. Et en profondeur et en plus notamment dans la logique des sociétés. Je travaille avec les chefs d'entreprise, les management boards, voilà. On appelle ça un coach Oui, justement, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le terme. Bah Moi, oui. je firme sur mes cartes de visite speaker, teacher, coach, parce que tu es un peu tout. Hein. Moi, je vois coaching comme une modalité. C'est une modalité très précise dans laquelle tu ne partages pas, mais tu poses des questions pour que la personne peut trouver soi-même la solution. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans certains environnements, dans certains cas de figure, et parfois ça fait aucun sens. C'est pour ça que c'est du advising, c'est du mentoring, c'est du coaching. On en a déjà parlé. Moi, tu sais, le truc coaching, etc. C'est pas que je suis pas fan, mais tu vois bien qu'il y a une tendance là, des gens qui, je vais pas dire qu'ils sont pas légitimes, mais il y a des coachs aujourd'hui. Tout le monde se veut être coach et se veut devenir coach. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Bon, encore une fois, coach, c'est une modalité. Hein. Moi, je ne suis pas que coach. Mais quand tu parles purement coach, il n'y a honnêtement pas d'âge, il n'y a honnêtement pas d'une question D'expérience ? d'expérience, de vie ou de parcours. Il y a un besoin d'ouverture à poser les questions sans jugement et sans en mettre en place déjà la réponse de l'autre côté. Hein? Et ça, c'est plutôt une question d'affinité personnelle qu'une question d'âge. Mais comme je dis, c'est une question de coaching. Autant quand tu es dans du mentoring, du advising, obviously, avec 25 ans d'expérience dans le business, il y a du partage et c'est du différent. Je vais parler après d'une personne qui est très connue dans le monde au niveau du coaching, mais avant cela, j'aurais parlé de tes jobs précédents. Là, ça va être marrant. Oui, parce que je me dis toujours, est-ce que je raconte tout ? Oui, cette fois, tu dois t'en... Alors, d'abord, on va commencer par passer le temps. La base. Quel a été ton premier job ? Je suis né dans une famille de fermiers. Et mes premiers francs luxembourgeois, c'était pas des euros, hein, je voulais dire euros, que j'ai gagné, c'était à la ferme chez nous, pendant les vacances. Et puis mon premier job était sur une ferme d'un concurrent, entre guillemets,
où j'ai fait un stage, mais j'ai travaillé 13 jours sur 14 pendant un an. En fait, pour moi, je voulais me prouver que je suis capable à faire ça. C'était une logique de vouloir maintenant, est-ce que tu vas vraiment aller dans la ferme et la reprendre? Et je me suis dit, ok, bon, là, tu as cette opportunité, tu peux te faire les dents, si tu peux le faire pour quelqu'un d'autre, tu peux le faire pour toi. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'était pour ça que je suis allé, je suis allé là. Donc, finalement, tu n'as pas fini fermier, ça on le sait. Et justement, pour revenir à ce job, tu te souviens de ton premier salaire? Ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. C'était... Attends. Ah bah non, tu t'en souviens pas. Non, mais là, c'était trop... C'était 32 000 francs. Ok. C'est-à-dire, en euros, ça fait quoi? Divisé par 40, ça te fait 750, 800 euros. Non, 780 euros. C'est pas mal. 780 euros pour pas mal pour 13 jours, T'avais pour quel 13 âge? jours de travail pendant 12 heures sur 14. Et t'avais quel âge? Ouais, 20, 21, 22, 21. Et tu te souviens ce que tu as fait de ces premiers salaires ou de ce premier salaire? Ou pas? Oh, j'étais peut-être pas le même que je suis aujourd'hui, alors quand j'avais libre, j'ai fait beaucoup de la fête. Ok. C'était super intéressant parce que j'avais jamais l'impression de ne pas avoir d'argent, malgré qu'il y en avait très peu, parce que j'avais vraiment pas le temps d'en dépenser. Mais quand j'ai dépensé, je le fais, quoi. Alors Ok. j'ai fait ça, j'ai acheté une ou deux voitures. Une autre discussion à avoir. Ça c'est pas avec ton premier salaire, à mon avis. Pas avec le premier, mais avec ces salaires, ouais. cette année, ça m'a permis... dans le temps, c'était autre chose, c'était des occasions, voilà, quoi. Et donc tu n'as pas fini fermier. Donc, qu'as-tu fait? Explique-nous un peu ta carrière un peu par la suite. Je connais un peu, hein, mais... En fait, j'ai quitté la ferme parce qu'il y avait un grand désaccord qui était très profond entre mon père, son frère avec qui il a eu cette ferme et moi. Et j'ai décidé que ça ne peut pas être ma vie. Il y avait des moments très, très clairs où cette décision s'est formée. Et puis après, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas quoi faire. Hein? Maintenant... Donc, tu as dit à ton père, je ne reprendrai pas la ferme. C'était littéralement... il est venu, j'ai fait un travail, il est venu, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, d'ailleurs, après ce qui s'est passé là, moi, ce soir, c'est la dernière fois que je trais les vaches, et puis tu me verras plus ici. Ce qui a défini, en fait, je dis toujours, c'était ma première libération. Ça s'est pas du tout senti comme ça dans le temps. Aujourd'hui, je peux le dire avec le recul. C'est la première fois que je me suis libéré. Je me suis libéré de cette histoire. Bon, on va pas aller dans le détail parce que ça, c'est un podcast à soi. Mais je me suis libéré de cette histoire du passé de toute la famille, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je savais pas pendant quelques mois. Et puis, j'ai eu un premier job. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas fait d'études. Ce que tu voulais faire et dont tu étais ou dont tu as cru que tu es passionné, ça n'y est plus lu. J'ai fait de la vente. Alors, je suis allé travailler pour une assurance pour faire de la vente d'assurance vie, hein, le classique, quoi. Hein. C'était chez qui? Elle était connue ou c'était... Foyer, ça fait longtemps. Non, dans le temps, c'était une petite truc, c'était Groupe Azur. Okay. Ils se sont fait racheter, je sais pas, n'importe. En tout cas, avec vraiment tout ce que ça comporte. Hein, aller sonner et tout, voilà. Quoi. Et t'aimais ça? Pardon? T'as aimé ça? J'ai haï. J'ai haï parce que ça, c'était tellement contre qui j'étais et comment je le sentais. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante. Tu sais que je suis persuadé que dans la vie, tout se passe pour une bonne raison et pour que tu apprends. Et ce que ça m'a donné l'envie du développement personnel. Alors, j'explique. Je ne savais rien de ce monde. Hein. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et dans le cadre d'être
agent d'assurance, on a eu des formations. Alors un jour, notre inspecteur général nous a présenté une méthode qui s'appelle, et plein de gens connaissent, l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est une façon pour mieux communiquer entre les gens. Et lui, il nous l'a présenté naturellement pour comment on peut mieux manipuler les gens à acheter ton truc. Et moi, quand j'ai entendu ça, et pour la compréhension, ça part de trois stades. Le stade adulte, le stade parent, le stade enfant. Et vu que la situation avec mon père était très, très conflictuelle, moi, j'ai tout de suite cliqué. Je dis, ça, c'est génial, mais pas pour vendre du truc. Et ça m'a rentré dans le monde de développement personnel qui a littéralement le fil rouge sur toute ma vie. Ok. Alors, maintenant, on va passer à ta carrière tech. Moi, je t'ai connu data center, EuroDNS, tout l'écosystème autour de cela, le KIX, tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es arrivé là? Comment tu es rentré dans le milieu de la tech? C'est quoi l'histoire Alors, ce que je n'avais pas appris dans des universités, je l'ai appris avec des bouquins. Et que j'étais toujours, comme enfant, j'étais toujours quelqu'un qui a lu énormément de livres. C'était mon échappatoire de ce monde conflictuel dans lequel j'ai grandi. Et ça, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'étais toujours super intéressé à la technologie, à tout ça. Alors voilà, on a sauté plein de jobs que j'ai eus, c'est très bien. Mais à un moment donné, je suis rentré dans une société qui, d'ailleurs, aujourd'hui, elle fait partie de cet écosystème. C'est Telkea, mais dans le temps, ça s'appelait Téléphonie. J'ai eu la chance de devenir un vendeur, un agent commercial. Un agent commercial. Ça s'appelait agent commercial? Non, je ne sais pas. Voilà, sales manager, probablement. J'ai eu la chance de rentrer là-dedans. Et vu que je ne connaissais pas, je ne venais pas de ce monde, ils avaient un petit labo, ils appelaient ça, où il y avait tous les trucs, tous les produits qu'ils ont eus étaient montés, tu pouvais les tester et tout, c'est aussi pour montrer aux clients. Les bureaux, c'était à Ham encore? C'était à Ham. C'était à Ham, les mêmes bureaux que... Et alors moi, j'ai passé le temps là dans ce labo parce que je voulais comprendre ce que je vends. Et un jour, il y a une personne qui rentre dans ce labo très grincheux. Et il me regarde et il dit, « Tu fais quoi ici ?» Je dis, j'essaye à comprendre ce que je vends. « Ah, t'es le premier vendeur qui fait ça. » Il se retourne et il s'en va. Okay, moi, c'était sorti de ma tête. Et tout à coup, tous les autres techniciens et tout, ils commençaient à être super sympas avec moi, parce que normalement, entre vendeurs et techniciens, c'est la guerre. Et ils m'ont ramené plein de business et tout. Et j'ai pas compris. Jusqu'à un jour, je me suis rendu compte que cette personne, c'était un peu c'était pas le chef technique, mais c'était un peu le gourou de la boîte, qui normalement ne parlait jamais à un vendeur. Finalement, quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait. Et voilà, c'est ce qui a fait que je suis rentré dans la tech. Et c'était qui ce mec? La personne qui est venue, selon son nom. C'est quelqu'un qui est en dehors du écosystème. Maintenant, oui, il est depuis des années et des années en retraite. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette société, il y avait une société d'Internet. On parle ici de 99, 98, 19. Et ça était... il y avait un vendeur dans cette société qui s'appelait Xavier Buck. Alors Xavier, en fait, comment je suis rentré en contact avec Xavier, c'est que mon chef m'a dit, va voir celui-là, parce que toi, tu vois plein de clients, tu peux vendre des lignes louées. Dans le temps, c'était pas à DSL, c'était des lignes louées 64K ou 128K, c'était déjà waouh, d'Internet. Et tu peux vendre ça en même temps. Alors, j'ai vu Xavier, il m'a expliqué ce qu'il fait, j'ai compris. Et puis, on est devenus des potes. Et comment ça s'est passé comment la première... parce que Xavier, tout le monde le connaît, mais ça s'est passé comment la première, interaction avec lui? Directement, vous êtes bien entendu Tu sais, quand on est vendeur, tout le monde a intérêt. Les intérêts sont alignés. Hein.
Hein, l'intérêt était à vendre. Pour lui, il était super content qu'il y a quelqu'un qui va aller chez des clients et dire à chaque fois, bah, t'as pas envie de les louer. Pour lui, c'était super intéressant. C'est que le contact était très rapidement très bien, et on a commencé à passer les déjeuners ensemble et à discuter. Voilà. Ok. Et après? Bah, La Pardon. vraie chose que tu peux pas raconter, comment ça s'est passé pour votre départ de téléphonie, ton départ, après que vous avez fait quoi alors? Donc, parce que à un moment donné, vous vous êtes retrouvés dans la même société. Bah, ce que je peux raconter, c'est que moi, j'avais déjà dans le temps l'envie de créer une plateforme. En fait, c'est ce que je fais aujourd'hui, autrement, mais dans la même direction, une plateforme de développement personnel d'Internet. L'idée était de créer une plateforme où les gens peuvent trouver selon leurs affinités, les différents intervenants et tout. Okay. Et ça, c'était de 99. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené Xavier dans l'idée, j'ai ramené un journaliste, un économiste, et puis on a commencé à discuter sur le business model. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de possibilité de monétiser dans l'Internet. Hein, il n'y avait pas PayPal, hein, c'est venu 2005. Il n'y avait pas de possibilité de vendre quelque chose. Alors la seule façon de faire de l'argent, c'était avec de la pub. Mais puis, fin de 99, on a vu que cette bulle, elle n'est pas tenable. Et ça va. Tout le monde l'a vu, sauf ceux qui étaient gravement investis, n'ont pas voulu le voir. Et un jour, Xavier dit, non, on a une belle équipe, mais on n'a pas un projet qui peut fonctionner. Et elle a dit, moi j'ai une idée. J'oublierai, tu sais, c'est ces choses-là que tu fais pas. On aurait dû prendre le papier, le mettre dans un frame, mais ce qu'il a décidé, imaginé, n'avait rien à faire avec ce qu'on a fait après. Mais c'est là où ça a commencé. C'est là où on a commencé, ok, on va faire ça. Et c'était un data center? Ou c'était EuroDNS? Non, data center, clairement. Mais dans sa vision, lui, il a déjà vu des choses comme EuroDNS. Je ne suis même pas sûr que j'ai compris quand il a raconté. Oui. C'était super inspirant. Mais est-ce que c'était vraiment quelque chose à ce moment-là d'être capable à digérer par quelqu'un d'autre? C'est autre chose. Ok, donc tu as eu cette époque... disons, béni, hein, parce que c'est un sacré succès, data center, notamment, où c'est devenu, disons, un des flagships pour le Luxembourg. Ensuite, tu as créé d'autres choses, donc, notamment LuxCloud. Mmh. Ça, c'est pas autre chose dans ce sens. Hein. Alors ça, c'est intéressant. Hein. LuxCloud était clairement dans la logique. Alors, pour moi, ce parcours, hein, comment on a fait? On a créé Data Center Luxembourg. Les premiers 6 mois, je me suis rendu compte que la base sur laquelle on a créé cette société, qui est de ramener de l'e-business et de l'e-commerce au Luxembourg, est techniquement pas possible. Pourquoi? Parce que les connexions Internet au Luxembourg étaient tellement merdiques que c'était pas possible. Littéralement, on avait... Je crois que c'était une 16 gigabits qui venait d'Allemagne? Non, de Bruxelles. Et un retour vers Bruxelles, vers Liège, qui n'était même pas équivalent. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe. On est en quelle année là, à ce moment-là? Là, on est en 2002, 2001, 2002. Okay. Parce que moi, en 2007, 2008, il y avait déjà TerraLink qui arrivait. Ah non, mais oui. Et puis, ça, moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir tous les opérateurs à Paris, à Londres, à Francfort, et je leur racontais comment Luxembourg est génial. Ça, c'était les premières années de vendu ce que j'ai pu vendre et faire ça. Hein. Très rapidement, Xavier est venu avec EuroDNS pour créer EuroDNS. Interview-le, il va te raconter l'histoire du rasoir. Hein, c'est son histoire quand il raconte... On va demander à Xavier de venir. quand il raconte l'histoire d'EuroDNS. Mais moi, j'étais vraiment sur cette ouverture du Luxembourg. Ce qui m'a ramené à LuxX. Okay. Hein, c'est que c'était un peu... Après, on a eu TerraLink, on a LuxConnect. On ne va pas refaire tout ça maintenant ici. Et
il a fallu ramener cette ouverture de LookX et voilà, on a négocié ça pendant 1 an et demi avec tout le monde et en 2010 tout était fait. Et là, moi j'étais un peu, c'était un peu ennuyant quoi. Je me suis dit, il y a une nouvelle chose à faire. Et alors c'est là où LuxCloud a vu le jour, avec justement Data Center comme un grand actionnaire. C'est-à-dire que c'était pas déconnecté c'était pas déconnecté. Oui. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'était LuxCloud, est-ce que tu peux expliquer un peu c'était quoi le concept? C'est un des problèmes que j'ai eu dans le temps. Alors je vais vous dire comment je l'ai expliqué dans le temps. C'est un Cloud Service Brokerage Enabler. Voilà. Donc voilà. pour ceux qui C'était une plateforme de single sign-on qui est en milieu des services SaaS et de ceux qui les vendent à des clients finaux. C'est-à-dire que du value channel, du value added reseller. Une marketplace. Ou une marketplace, tu peux l'appeler comme ça. Ça allait beaucoup plus loin. Ça allait beaucoup plus loin. C'était vraiment professionnel dans le sens que c'était pour des professionnels. Aujourd'hui, ça existe ou pas? Ça existe toujours, ça fait autre chose. Et c'est qui? Ce serait qui aujourd'hui? Ça existe dans le monde. Oui. Qui aurait été concurrent? En fait, c'était très intéressant parce que, et j'ai pas les noms, mais j'étais au Silicon Valley, j'ai fait la fameuse route 66. la fameuse route d'investisseurs. Oui. J'ai pitché devant Andreessen Horowitz et des trucs pareils. Et Andreessen a investi il y a un petit 5 ans dans le modèle, mais ça n'a quand même pas pris. Hein, c'est que l'idée est toujours très bonne. Il y a parfois des gens qui y vont. Et il y avait un partenaire potentiel investisseur avec qui je me suis très bien compris, qui venait de l'Afrique du Sud, avec qui on a fait du business, qui m'a dit une fois, Marco, ce que tu fais est génial. Ton grand problème, c'est que dans le hosting, on vit de notre énorme marge qu'on fait. Et toi, ta marge, elle est infime. Et la scale que tu dois avoir, elle est juste trop énorme. Et avant que tu auras les grands qui vont apprendre. Dans le temps, par exemple, nous, on a fait BPOS, qui est aujourd'hui Office 365. C'est que toutes ces choses-là n'ont pas pu se faire. C'est-à-dire que le modèle, il revient de temps en temps, différentes formes, différentes approches, mais il n'a jamais vraiment réussi. Et donc, du coup, le cloud, tu as dû fermer? Non, on n'a jamais fermé, en fait. LuxCloud est toujours là, ça fait autre chose aujourd'hui. Bah, tu vois, moi, dans mon esprit, je pense que ça a fait faillite. Non, ça n'a jamais fait faillite. Ah, ok. Ça n'a jamais fait faillite. Mais bon, c'est à la limite, c'est un peu les mots. Hein. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est des moments très difficiles pour moi parce que je me suis identifié à fond avec ça et c'était la seule chose qui existait pour moi, littéralement à ce moment-là, malgré d'une famille, malgré tout. Et on était devant la Series A et elle a pété pour des raisons tout à fait débiles de l'investisseur qui a décidé autrement, pas à cause de nous, mais à cause de changement d'avenue pour lui-même et tout. Mais lui, il était dedans avec 3 millions. Series A explique ce que c'est. Parce que une Series A, c'est en fait, tu as ton site, le premier investissement, puis tu fais un peu du scale, on n'appelle pas ça comme ça, mais tu fais un peu tu apprécies du seed, et puis tu fais, au moment donné où tu commences à voir ton modèle qui fonctionne, quand tu as des clients et tout, tu fais une série A pour pouvoir commencer à vraiment scaler. Et nous, on avait énormément scalé. On avait des bureaux à San Francisco, des bureaux à Singapour. J'avais une plateforme entière en Asie, à Singapour, qui tournait avec la plateforme qui a déjà donné plein de services en Indonésie, en Singapour, en Malaisie. Est-ce que pour toi, ce serait ton plus grand raté professionnel? Non, c'est un énorme apprentissage au niveau professionnel autant que au niveau personnel. Naturellement, à ce moment-là, pour ceux qui me connaissent, je suis extrêmement passionné et j'étais tellement lié à ça personnellement que ça m'a presque détruit. Mais le simple fait que ça m'a presque détruit, ça m'a tellement appris sur moi, ça m'a tellement appris
de me reconstruire et comment je me reconstruis. En fait, je peux faire, d'une certaine façon, je peux seulement faire ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai passé par là. Ouais. Donc si c'était à refaire, tu referais la même chose. Non, tu peux pas passer par des moments pareils. Tu vas pas choisir de passer par des moments pareils. C'était des moments. Tu referais la même erreur, les mêmes erreurs que tu. Hindsight, je me suis posé cette question 1000 fois. Kamel. Et j'ai discuté avec des gens qui m'étaient très proches pendant le processus et tout. Et on dit tous, ouais, non, t'as pas fait de faute. T'as pas fait de faute avec les informations que tu avais à ce moment-là. Mais il y avait des parcours. Naturellement, aujourd'hui, on peut faire tout un podcast sur tous les fautes que je vois aujourd'hui, que j'ai fait pendant ce temps-là. Mais ça, c'est assez. Et à ce moment-là, tu t'es dit, je suis pas à la hauteur, ou tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que tu t'es déjà dit, je suis pas à la hauteur? Oui. Oui, Clairement, c'est pas. Pour Luxcloud ou même en général sur d'autres. Non, ça rentre dans une autre catégorie de discussion, mais j'aime bien dire qu'il y a très 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 peu de gens sur cette planète qui se disent pas ça, mais la plupart ne se l'avouent pas. Ça, c'est le problème. Oui, naturellement, à des moments donnés. Tout ça a pris des ampleurs où je donne un exemple. Mon CFO, qui était quelqu'un d'extraordinaire, m'a dit juste avant que j'ai dû dire à mes investisseurs que le business plan comme on est en train de faire va pas fonctionner. Et ça, c'était 13 décembre ou 14 décembre 2013. Et il m'a dit, maintenant, les derniers 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, tu as vu 75 investisseurs. Personnellement, pas de Zoom. 75. J'ai voyagé partout. C'était incroyable. Littéralement, tu viens à la fin de tes capacités. Oui. Voilà. Juste inimaginable. Donc, après l'épisode Luxcloud, qu'est-ce que tu as fait? Je suis tombé dans le plus noir, dans le trou le plus noir qui existait, que j'ai jamais vu dans ma vie. Professionnellement? Non, professionnellement, je me suis en sorti. En fait, c'est quand on dit après Luxcloud, pour moi, Luxcloud, comment moi je l'ai envisagé, était fini en janvier 2014. Moi, je suis resté jusqu'en janvier 2015. Voilà, parce que c'était pas fini, ça veut dire que les investisseurs ont réinvesti, mais sur d'autres logiques et tout. Bon, on va pas aller dans le détail, on peut, mais ça fait pas sens maintenant. Et moi, j'étais là et voilà. Mais j'étais dans ma tête, c'était noir. Et c'est là après que t'as vu les premières vidéos de Tony Robbins où ça a bien avancé. Ah alors là, on retourne, retourne en avance, on retourne à 97. Ok. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, dans les assurances, analyse transactionnelle, j'ai commencé à lire des livres. J'ai lu plein de livres, des grands classiques du développement personnel, à la limite un peu américain dans le sens. Et à un moment donné, on m'a donné ce livre de Tony, Awaken the Giant Within. Et j'ai lu ça, je dis, oh, ça c'est tout à fait autre chose, c'est incroyable. Voilà. Et puis, il y avait Tony qui est venu à Bruxelles dans le temps. Et je suis allé à Bruxelles. Et j'ai fait mon premier stage avec Tony en 2017. Alors, pour choquer, tu es là pour me choquer, mais alors choquant les gens. Chez Tony Robbins encore aujourd'hui, si tu vas sur ce Unleash the Power Within, qui est son stage de 3 ou 4 jours de base, tu marches sur les braises. J'avais cette métaphore, elle était tellement forte. Je dis toujours, je suis rentré chez Tony Robbins comme le jeune qui blâmait le monde pour tout ce qui lui est arrivé, et je suis sorti, allez, let's kick ass. Parce que c'était tellement une métaphore. Let's kick ass, beauté des fesses. On y va. Ça veut dire beauté des fesses pour ceux qui... Voilà. Oui, bon, ça, mes anglicismes, ça, c'est un peu le problème. Mais ça, c'était vraiment incroyable.
hein, l'énergie que ça m'a donné et ça m'a marqué. Hein. Donc, si aujourd'hui certains pensent dire mais qu'est-ce qui lui arrive à Marco de se lancer dans le développement personnel, etc. Ceux qui te connaissaient vraiment savaient. Ils ont dit enfin. Non mais ouais, ils se sont dit enfin, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Absolument, Le mec absolument. qui est dans la C'est tech, pour ça qu'ils connaissent pas l'histoire. Exactement, ils Tout connaissent à pas fait. l'histoire. Ouais. Tout à fait. Ouais. Intéressant. Mais ouais, donc ça veut dire que c'est peut-être plus logique ce fil-là de faire du développement personnel que c'est plutôt une anomalie d'avoir fait. J'ai littéralement dit, quand on a créé la data center à Xavier, j'ai dit à Xavier, je te donne 5 ans de ma vie et je vais faire parce que là après, on va pouvoir monétiser. Oui. Et moi, j'en ai fait 17. Oui. Hein, ça n'engage que moi. Hein. Alors, tu as fait aussi autre chose. T'as fait un peu. Je parle jamais de politique. Je parle jamais de politique, moi. Tu sais, c'est vraiment sur politique. Ouais. Par contre, je vais te poser la question. Tu as été candidat aux législatives. Tout à fait. 2018. 2018. Alors, raconte-moi cette expérience parce que tu avais une affiche et tout, je me souviens. Pardon ? Il y avait une affiche à ton nom aussi, hein ? Il y avait Oui. Tu rentres dans le cadre. Alors. Dans le cadre, tu rentres dans le cadre. Je suis quelqu'un d'extrêmement intéressé. Pour ceux qui comprennent, je suis un system thinker. C'est-à-dire, je pense toujours système. Je pense pas dans le détail. C'est-à-dire que j'ai toujours réfléchi comment les choses peuvent changer, peuvent être mieux, peuvent évoluer en grand. C'est-à-dire que j'avais toujours des grandes théories sur le monde et sur tout. Et ça, au fil des années, c'est obviously intéressant de rentrer dans une logique de politique. Et j'avais toujours cette envie. Hein, un entrepreneur est toujours quelqu'un qui a un très grand ego, sinon il ne sera pas entrepreneur. Alors mon ego était très grand. Et l'ego était, ouais, mais je devrais aller en politique. Mais j'avais déjà, avant qu'on m'a demandé de passer aux législatives, j'avais laissé aller ça. En fait, j'ai dit, c'est bon. J'ai fait une croix, j'en fais pas. Et Xavier Bettel m'a demandé en 2017 pour participer aux élections communales. Parce que je viens d'une commune où, voilà, bon, non, une histoire à soi. Et je lui ai dit non. Maintenant, je connais, comme tout le monde au Luxembourg a une histoire avec Xavier, comment il le connaît. Moi, j'ai mon histoire, pourquoi je connais Xavier. C'est-à-dire j'étais même pas membre du parti et tout. Et pour moi, tout ça, c'était mort. Et je me suis dit, t'as dit non au Premier ministre, il va plus jamais te demander. Et en février 2018, je suis dans un cadre d'amis dans lequel aussi Corinne Cahen, elle y était déjà longtemps avant qu'elle était en politique. Et elle vient chez moi, elle dit, ouais Marco, alors t'as réfléchi. Non, en fait, Marco, j'ai parlé de ta femme, tout est OK. Hein, je dis, tu parles de quoi, toi? Oui, je l'ai demandé si elle est d'accord que je te demande pour aller avec en politique. Je dis, je viens de parler avec Xavier. Je dis, bon, si tu viens de parler avec Xavier, il peut me le dire lui-même. Je lui dis comme ça, un peu arrogant et rigolo. Elle prend son WhatsApp, elle dit, oui, bon, lundi à midi. Bah, c'était sûr. Voilà. Alors là tu vois, tu pouvais pas dire non. Oui. Et tu avais des ambitions peut-être dans la digit et tout ça? Tout à fait. Ouais. Je crois que j'étais très dans la logique de vouloir faire bouger quelque chose. L'idée était OK. J'avais quand même une très bonne vue sur ce qui se passe au niveau digital et Internet au Luxembourg. Je me suis dit, je pourrais être la personne qui peut faire avancer ce schmilblick. C'était très idéaliste, laissons dire comme ça. Et finalement, donc tu regrettes ce choix ou pas? Le regret est une émotion très qui ne te porte rien. C'est-à-dire non, je regrette pas du tout. Ça m'a permis à comprendre comment fonctionne la politique. J'ai mes idées très bien conçues là-dessus maintenant. Quelles sont les capacités de faire évoluer les choses, respectivement pas. Et donc ça veut dire que plus jamais de politique?
faut jamais dire jamais, Ouais. mais j'ai pas d'ambition Ouais, du tout. Hein. Voilà. Alors, pour revenir maintenant à ce que tu fais tous les jours, parce que là, c'est aussi pour ça que tu es là. S'il y a une tâche que tu fais et que tu rêverais de te débarrasser, un truc que tu fais chaque jour, tu dis, mais j'aimerais bien ne plus avoir obligation de le faire. Je vais pas prendre le joker parce que je vais répondre, Ouais. mais je vais pas te répondre à ta question. Il y en a pas. Certes, j'aime pas faire. Oui, il y en a pas, j'ai- c'est une réponse en soi. Hein. J'aime pas. Je suis pas un grand ami de l'administratif. Hein, et venant de sociétés où tout le monde a fait plein de choses pour moi. Aujourd'hui, je fais la plupart des choses moi-même. Alors voilà. Mais il y a rien qui au contraire. Alors, tu as peu éloigné maintenant, enfin peut-être non, pas forcément, mais tu t'es un peu éloigné de la communauté tech en tant que telle. Dans les années 2013-2014, juste avant, tu étais président de l'UKIX, etc. Tu avais énormément de connexions. Aujourd'hui, comment tu vois la communauté tech évoluer et comment tu la ressens, cette communauté? Ah, Dans cette communauté, il y a beaucoup de talent maintenant. Il y en avait beaucoup moins dans le temps, je vois. Et c'est beaucoup aussi parce que il y a des grandes boîtes qui sont venues au Luxembourg, qui ont ramené du monde et tout. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain rejeune, on dit comme ça, réjuvénation, on dit ça. Rajeunissement. Rajeunissement, oui, merci. Et pas au niveau d'âge, mais au niveau de façon de faire. Je crois qu'on est toujours beaucoup trop lié au passé et au système du passé. Je viens de sortir d'une réunion avec une des stars IA au Luxembourg. Je sors après 1 heure discuter avec lui. Je lui dis, il faut vraiment que tout le monde commence à se mettre en question, mais au plus profond de la façon comme ils font, mais même le fondement, même pas comment, mais le fondement de comment les choses sont faites. Je crois que c'est très important qu'il y a cette mise en question qui se fait. Est-ce que la communauté est prête à faire? Oui, certains sûrement. En général, souvent pas vraiment. Pourquoi? Parce que it's old business. On lui donne notre confort. Oui, on est dans des industries qui n'aiment pas trop changer les choses. Hein, Même la tech. Oui, mais la tech, si tu parles de la communauté tech En tant que telle, oui, tu as des gens très, très doués qui font des choses super. Mais là, c'est que tech. Mais quand tu parles de la communauté, j'ai TechSense, comme tu parles, c'est beaucoup les CTO, les Chief Digital Officers CIO, et tout. les startups, CIO entrepreneurs, et tout ça. Si tu vois ça, eux, ils aimeraient probablement faire beaucoup mieux et beaucoup plus, mais c'est par le simple fait qu'ils sont introduits dans des industries qui les englobent. Moi, j'ai raconté, je suis allé voir les banques avec la blockchain en 2017, 2016, 2017, et je vois aujourd'hui des choses qui se font des années plus tard. Justement, alors, tu vois, j'avais pas prévu. Blockchain, tu as été aussi monsieur... T'as aussi été monsieur blockchain avec Infrachain. Maintenant, il n'y a plus Infrachain, donc ils ont annoncé en janvier. Et tu peux expliquer rapidement, effectivement, le Infrachain, ce que c'était, et est-ce que c'est une erreur de le fermer, et comment toi tu vois le... tu peux prendre ta carte Joker, hein, mais... Non, je peux toujours répondre là-dessus. Mais qu'est-ce qui était... Infrachain était créé au départ où la blockchain était encore très, très jeune. Je me rappelle que j'ai discuté avec des initiateurs d'Ethereum à Londres au départ d'Infrachain. Hein. C'était vraiment le début. Et le but était de créer des blockchains avec des nœuds qui sont identifiés mais neutres.
Et c'est tout à fait, techniquement, c'est tout à fait faisable. Le problème était que c'est financièrement, tu n'arrives pas à, pourquoi ça fonctionne avec Ethereum ou avec d'autres blockchains, c'est parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent là-dessus sans être reconnus et identifiés. Et ça pousse le prix vers le bas. Ça, c'était le début d'InfraChain, mais c'était aussi un peu le représentant de ce mouvement blockchain qui était là. Maintenant, sur ta question, est-ce que c'est bon ou pas bon de le fermer, je ne suis pas dedans, je suis très très loin d'InfraChain et je ne peux pas dire l'un ou l'autre. Si les gens qui ont créé avec moi d'ailleurs, c'est toujours Fabrice Croiseau, c'est toujours Laurent Kratz, Chad Grant, c'est toujours les mêmes gens qui sont là. S'ils décident ça, c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons. Exact. Et c'est plus que sûrement la bonne chose à faire. Quand on parle blockchain, on parle souvent crypto-monnaie, bitcoin, etc. Après, je vais dévier sur d'autres questions, mais justement, c'est quoi ton approche vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de la crypto, bitcoin, c'est quoi un peu comment tu ressens en fait cette monnaie? Est-ce que tu en as déjà? Mais tu as des frustrations, je sais. C'est super. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens, j'ai trouvé très rarement des gens qui n'ont pas de frustration autour de ça. Moi, j'en ai parce que j'ai pas acheté assez. J'ai toute une histoire là-dessus, mais j'ai pas acheté assez. J'avais acheté, je sais pas, quelques bitcoins tout au départ quand c'était à 300 €. J'en ai encore un tout petit peu, mais tu as parlé de regret tout à l'heure. Oui, naturellement, j'ai eu ce regret de dire mais pourquoi tu n'as pas acheté pour 10 000 € à 300 € naturellement, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Hein. Tu n'as pas fait, c'est bon. Hein. Inch'Allah. Parfait. Maintenant, revenir à Xavier Buck. Lui, il est encore dans l'écosystème tech. Avec VC, etc. Alors, certains peuvent penser que voilà, vous étiez un binôme inséparable à un moment donné. Maintenant, vos routes se sont un peu ont changé. Et on a l'impression que Xavier a réussi, alors que toi, pour l'instant, tu ne l'as pas encore réussi. Comment tu vois cela à celui qui pourrait éventuellement se dire, mais tiens, il y a Xavier qui est successful et Marco qui ne l'a pas été? Il y a deux réponses là-dessus. La première est que, oui, Xavier est extrêmement, a eu extrêmement du succès et il est brillant. Il fait les choses à sa manière, mais sa réussite lui donne raison. C'est-à-dire que, très bien. La deuxième réponse là-dessus, c'est quoi la définition de réussite? Hein? C'est-à-dire que, je crois, pour lui, il se sent beaucoup de succès. Hein? À des moments donnés, j'étais pas là où lui, il était dans la sauce. Mais la plupart du temps, les gens m'ont dit, ah oui, tout le succès que tu as et tout, mais pour moi, ça ne l'était pas. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas faire ce succès le mien. Et c'est pour ça que c'était pas mon succès. C'était le succès mon choix en 2017 de quitter ce monde et de quitter surtout aussi vraiment le groupe, n'engageait que moi, mais n'était que dans la logique que moi, je cherchais mon succès. Hein? Et autant que les gens peuvent dire que j'ai pas de succès, moi, quand je suis sorti hier soir d'un workshop avec une société et le management board, les 3 dirigeants de cette société, et j'ai pu leur donner des outils avec lesquels ils peuvent mieux gérer leur communication entre eux, devenir plus efficaces, devenir plus contents dans ce qu'ils font, et qu'ils peuvent faire ça pour leurs clients,
pour leurs employés. Pour moi, ça, c'est le plus grand succès que je peux avoir. Je rentre et j'ai un niveau de contentement à ce moment-là. On ne peut même pas parler de joie, c'est juste, je suis né pour ça. Et ça, pour moi, c'est le succès. Mais ça, c'est pour moi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est personnel. C'est personnel. Oui. Maintenant, on va parler d'un autre sujet, c'est l'IA. On ne peut pas faire ce podcast sans parler d'IA, surtout en ce moment. Quelle est en fait ta relation avec l'IA? Super question. Et je me rappelle tellement bien que quand j'ai quitté la tech, 2017, je dis bon, j'étais Mr. Data Center, j'étais Mr. Non, ça avait été Mr. nom de domaine, mais j'étais Mr. Cloud, j'étais Mr. Blockchain. Bon, IA, c'est le hype dont je ne vais pas m'en occuper, littéralement. Et puis est venu novembre 2022. ChatGPT. Et j'ai dit, ok Marco, c'est seulement les camps qui ne changent pas la vie. Et je me dis, c'est autant une révolution, peut-être même une plus grande révolution dans la tech que l'Internet en soi. Et aujourd'hui, on ne peut plus, à mon avis, personne ne peut pas s'intéresser à ça. Au moins d'être ouvert à ça. Il faut en avoir peur ou plutôt, au contraire, se dire, avoir un côté plutôt positif? Je ne sais pas. Je choisis de ne pas avoir peur. Oui. Ou tu te caches la vérité? Je crois pas qu'on sait. Okay. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas. Ça dépend ce qu'on en On ne sait pas. Hein, si demain, il y a des gens qui disent que l'AGI sera là fin 2025 et elle sera sentient comme nous. I don't know. Je ne sais pas. Je suis. J'avais une question, et ça c'est pour ceux qui sont dans la tech. S'il n'y avait plus rien dans la tech, qu'est-ce qu'ils feraient? Toi, on sait déjà, puisque tu fais autre chose. Mais qu'est-ce que tu ferais si tu ne faisais pas du développement personnel et du teaching, du speaking? Qu'est-ce que tu ferais? Ce serait quoi ton job? Tu reviendrais vendeur? Je sais pas. Ça, c'est une très difficile question, parce que je fais aujourd'hui vraiment ce que je voulais toujours faire. Ouais, mais si tu ne peux pas. Si je ne peux pas. C'est pas que tu ne peux pas. Très honnêtement, je prendrai. Si demain je peux pas, je prends un job et je le ferai au meilleur de mes capacités, parce que c'est en fait un grand apprentissage que j'ai fait. C'est pas tellement important ce que tu fais, mais c'est comment tu le fais. Et à quoi ressemblerait ta vie sans la tech? Je crois que j'aurai aucun client. Hein. Parce qu'ils viennent tous par LinkedIn ou par... je fais... 80% de mes coachings se font par Zoom. Voilà quoi. C'est la tech aujourd'hui dans mon métier. Et d'ailleurs, je sors d'une discussion avec quelqu'un, une star d'IA. C'est aujourd'hui, je réfléchis comment je peux faire évoluer mon business avec l'IA. Parce que aujourd'hui, il y a des GPT qui sont dispo, qui font exactement ce que je fais. Exactement. En tout cas, ce qui concerne coaching et qui connaissent des modalités qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que même mon boulot de coach, si je ne fais que ça et je ne réfléchis que je dois poser la bonne question au bon moment, si je ne réfléchis que comme ça, d'ici 3 ans, 80% de ce business est gone. Alors, si tu devais supprimer une société tech de la planète, ce serait laquelle? S'il y en avait une. Tu es obligé d'en supprimer une. Je ne crois pas qu'on peut répondre à cette question. Quelle société tech ne doit pas être là? Ça peut être des réseaux sociaux, hein, ça peut être beaucoup de choses. Quand on dit tech, c'est vraiment au sens large. Hein.
je crois qu'aujourd'hui, X a trouvé sa fin, Twitter, dans la logique comme on l'a connue. Et bon, j'étais jamais je pouvais, autant que tous les plateformes, j'ai bien embrassé, mais Twitter n'a jamais fonctionné pour moi. Aujourd'hui, je crois que ça devient de moins en moins relevant pour le futur de l'humanité, si on dire comme ça. Donc, s'il y en avait une, ce serait la Oui, je crois que ça va, c'est pas grave. Hein. X.com, c'est un nom de domaine très cool. Je pourrais bien l'utiliser pour autre chose. Ouais. On touche bientôt à sa fin. Donc, il y a encore 2 questions. La première, que dirait ton entourage professionnel si tu n'étais pas dans la pièce? C'est intéressant, hein, parce que c'est vraiment, si tu prends mon ancien monde dans lequel j'ai évolué, et d'ailleurs on m'a dit ça, hein, tu fais quoi? Tu as gagné trop d'argent dans ta vie, maintenant tu fais dans l'humain. Ça, on m'a dit, tu fais dans l'humain. Et ouais, c'était vraiment rigolo parce que je pense que tu as gagné vraiment trop d'argent, il pense, vraiment. Ouais, non, je peux vous assurer que pas. Hein. Xavier était toujours actionnaire majoritaire de toutes les boîtes. Et j'ai gagné de l'argent. Et j'ai investi chaque rang en moi, en ma capacité d'aller plus profond et plus loin pour mes clients. Et pour moi-même. Hein. D'abord pour moi-même et pour mes clients. Et j'en suis extrêmement fier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un avant 2023 et un après 2023. Parce qu'en 2023, j'ai décidé, c'est l'année du rebranding. Et j'ai fait, je crois, 150 vidéos sur une année que j'ai shooté sur les réseaux. Qui est un peu... Et aujourd'hui, les gens disent... Ouais, je crois que ceux qui me rencontrent maintenant, ils disent oui, ils comprennent, ils savent de quoi je parle. Ils savent que je sais de quoi je parle. Même des gens de l'écosystème avec qui je travaille apprécient d'un côté mon savoir très profond de la tech, pas au niveau technologique, mais au niveau du business model, au niveau de comment mettre tout ça ensemble. Et cette ouverture vers leur humanité et l'humain, parce que c'est seulement en mettant les deux ensemble qu'on peut vraiment réussir. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je parle à ceux qui travaillent avec moi, obviously, ils aiment. J'ai oublié, je voulais t'en parler, mais une fois, on est parti en Slovénie ensemble, et je t'ai vu méditer. Ouais. Tu te souviens? Absolument. Moi, j'ai rigolé, hein, forcément. Non, mais est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, cette méditation, qu'est-ce que ça t'apporte? La méditation, je dis toujours, la méditation, elle a comme effet qu'elle crée ce petit espace entre le trigger, quelque chose qui te pousse ou qui te dérange, et ta réaction. Et le plus que tu médites, le plus que ce temps devient plus grand et tu peux décider comment tu veux réagir. Et c'est ça, en fait, qu'à la base, la méditation m'a donné. Aujourd'hui, je médite vraiment aussi dans une logique très spirituelle, parce que ça fait partie de mes pratiques spirituelles. Au départ, ça ne l'était pas. Au départ, c'était vraiment trouver ce calme. Aujourd'hui, moi j'ai évolué là-dedans. Voilà. On a parlé d'entourage professionnel. Ce que tu penses qu'il dirait toi, mais qu'est-ce que tu aimerais que ton entourage personnel dise sur toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent? Tiens, Marco est là pour me servir et il est capable de le faire. Il n'y a pas beaucoup d'ambition là-dedans. Merci beaucoup. Je pense qu'on en a fini. Mais avant cela, il y a la toute dernière, c'est... Donc, toi, tu étais à cette place-là. Qui verrais-tu à ta place pour un de mes prochains invités? Est-ce que tu as un nom en tête? Oui, comme on l'a dit, hein, invite Xavier. Okay. Laisse-lui raconter l'histoire du début. Il la racontera autrement, mais elle sera toujours la même pour nous deux. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Et à très bientôt. Donc, et j'invite tout le monde à regarder... ce podcast, super intéressant. Vous l'avez vu énormément de fois, effectivement, dans ses propres podcasts. Mais là, il raconte sa propre histoire.
Merci à tous. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter. Merci beaucoup. Merci Marco, à bientôt.